Bonjour David Zobda. Bonjour. Vous êtes maire du Lamentin, vous êtes conseiller communautaire à la CACEM, d'ailleurs deuxième vice-président, m'avez-vous dit, et c'est d'abord en tant que conseiller exécutif en charge de l'aménagement du territoire, du développement durable, des transports et de la transition énergétique au sein de la collectivité territoriale de Martinique que je vous ai invité à ce micro d'Ouvango. Vos fonctions de conseiller exécutif couvrent en effet des thématiques ciblées par OMAG, le magazine Ouvango. Je pense notamment à la transition énergétique, au transport et plus largement aux mobilités. Alors, autant de sujets qui impactent notre quotidien, ça va sans dire, et qui vont impacter encore plus dans le futur. Un futur qui est déjà à notre porte, en quelque sorte. Et donc, ce sont en fait de profondes mutations qui nous attendent pour faire face à l'épineuse question du réchauffement climatique. C'est une question très épineuse, en effet. La disparition des moteurs thermiques remplacés par des moteurs électriques est à cet égard emblématique. Pour ne prendre qu'un exemple, une échéance a été fixée, l'interdiction de vente de voitures à énergie fossile carbonée d'ici 2040, c'est demain. Et ça a été acté d'ailleurs comme engagement du plan climat qui s'est déroulé lors des accords de Paris. Plusieurs constructeurs ont d'ailleurs annoncé qu'ils allaient être prêts pour 2024-2025. Je pense à Alpine, à Jaguar ou encore à Land Rover. L'objectif de la neutralité carbone des transports appelle bien évidemment d'importants changements de comportement des citoyens, des entreprises et des institutions publiques. Face à tous ces changements à venir, comment vous imaginez la Martinique de demain, à, disons, 2 décennies, 1 décennie, 2 décennies? Voilà, c'est une très grande question. Une très grande question. Je pense que je peux y répondre en relevant un certain nombre de challenges. Le premier d'entre eux, vous l'avez cité, c'est celui de la transition énergétique. Il faut absolument que la Martinique soit conforme aux accords qui ont été pris et aux prescriptions qui nous sont faites concernant les différentes étapes d'énergie renouvelable sur le territoire. Pour l'instant, nous sommes en retard. On aurait dû être à date d'aujourd'hui à 50% d'énergie renouvelable. Nous en sommes à 23,5%, donc on est à peu près à mi-chemin. Donc on a du retard à rattraper. Et ensuite, un programme à exécuter. L'idée pour nous, c'est d'arriver à une autonomie énergétique, d'abord en économisant l'impact carbone, et puis surtout en réduisant la facture, qui est aussi une fracture sociale, une facture qui est très importante. Je rappelle que nous importons entre 800 millions et 1 milliard d'euros de pétrole en Martinique pour assurer la production d'énergie, soit sur l'énergie consommable, soit sur les transports. Donc il est évident qu'il nous faut réussir ce challenge énergétique. Le deuxième challenge sur lequel il nous faut travailler, c'est celui de la transition écologique, puisque évidemment, il nous faut envisager un développement vert, plus respectueux des trames vertes et des trames bleues, c'est-à-dire les trames forestières et agricoles, et les trames bleues, les trames liquides, les rivières et les mers. Dans cet esprit-là, il faut donc protéger la Martinique et la valoriser. Ce sont donc des transitions qui sont à mon sens très importantes, qui impactent à la fois la manière avec laquelle on va se déplacer, les réseaux que l'on veut construire, le traitement que l'on fait de la question de l'eau potable, de l'assainissement surtout, la manière avec laquelle on va construire dorénavant les maisons. Donc on a toute une série de réflexions autour de la maîtrise de l'énergie, du mode de construire, du mode d'habiter, la manière avec laquelle on va vivre en contact de la nature et pour la protéger. Donc évidemment, c'est une Martinique de demain, mais c'est une Martinique qui nous appelle aujourd'hui à des responsabilités et à des décisions. Alors sur ce point, je m'attendais un plus à ce que vous me disiez, puisque je parlais d'imagination, une vision d'une Martinique. En vous disant ça, je pense par exemple à ce que j'ai pu voir il y a quelque temps chez EDF, dans une salle multi-room, je crois, multi-show qu'ils ont. Ils montrent un peu comment, grâce aux technologies nouvelles, ou que sais-je encore, on peut avoir un Fort-de-France qui serait, par exemple, sur les routes, passerait des systèmes qui pourraient, comment dirais-je, baisser la température, des choses extraordinaires. Oui, ce sont Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous pensez la Martinique de demain comme ça? Est-ce que vous sentez, à la manière dont les gens se comportent, qu'il y a une possibilité d'aboutir à cela? Il y a, à l'évidence, un besoin. À l'évidence, une Martinique rêvée. À l'évidence, une nécessité, une obligation d'aller vers ces éléments de transition. Est-ce que l'on rêve une Martinique avec des gadgets, des choses comme ça, ou des choses complètement futuristes? Bon, chacun a le rêve à portée de la main, je veux dire. Mais
et moi aussi, j'ai mon rêve. Que je traduis à la ville du Lamentin avec des objectifs que je développe sur le Lamentin dans son aménagement. Par exemple. Mais l'entrée du Calbassier, le Lamentin, la Smart City du Lamentin, c'est quelque chose qui est déjà imaginé, pensé et qui sera réalisé dans le courant de ce mandat. Une ville intelligente, avec toute une série d'aménagements en centre-ville, avec le repositionnement de la place du Calbassier, avec des sujets très intéressants, le développement de techniques du numérique avec les startups, etc., plus le Big Data Center qui sera situé sur la friche de l'ancien hôpital. Donc là aussi, il y a un pôle de développement qui est prévu. Bon, on imagine la Martinique demain plus connectée, beaucoup plus numérique, avec des choses extraordinaires. Mais vous dites quoi? Il faut se donner les moyens maintenant. Il faut se donner les moyens, et puis il faut surtout partir sur des stratégies réalistes et des choses sur lesquelles nous sommes attendus dès maintenant. Les décisions dont je vous ai parlé concernant la fracture numérique, concernant la protection du cadre environnemental, la transition écologique, mais aussi la transition énergétique, ce sont des choses qu'il nous faut acter maintenant. Très bien. Si on veut pour pouvoir porter des projets et des rêves demain, il faut acter ça dès maintenant. Mais j'ai cru comprendre que malgré tous ces rêves, toutes ces stratégies peut-être qu'il y a derrière, je vous comprends que vous étiez assez sensible au fait qu'il faille d'abord tenir compte des desiderata, des demandes qui montent du terrain, leur perception des choses. C'est une manière de penser? Oui, c'est une manière de penser parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'on ne peut plus décider tout seul. Il faut décider en accord avec les gens pour qui nous travaillons. Et il faut donc les accompagner dans les projets, dans les idées qu'ils ont, mais il faut surtout faire évoluer les consciences, faire prendre conscience d'un certain nombre de choses. Le slogan « Pays, c'est à nous », on pourrait rajouter derrière « Qui ça nous qu'a fait pour défendre l'île ». Voyez, parce qu'on voit aussi beaucoup de gens dire « Pays, c'est à nous », mais dans leur comportement au quotidien, ne font rien pour respecter le pays et pour l'aider. Il y a du chemin à faire. À la fois sur les mentalités, à la fois sur la connaissance de ce que nous pouvons faire, et ensuite tenir compte un peu de ce que souhaitent les gens, les aspirations profondes, et faire évoluer tout ça dans un véritable projet public. Avec en l'esprit une certaine ambition, ne pas penser petit, mais penser large. Il faut penser large parce que nous savons très bien que d'abord, quand on va assurer la transition énergétique, ce sont des moyens supplémentaires que nous avons. Je le disais tout à l'heure, la facture est énorme. Elle est autour d'1 milliard. Et ça veut dire que c'est de l'argent que nous allons économiser et que l'on pourra réutiliser dans d'autres secteurs de développement. Et les secteurs de développement qui me semblent importants et intéressants, ce sont tous les nouveaux métiers autour du numérique, autour des nouvelles technologies, qui peuvent nous permettre ici de faire effet levier sur nos intelligences. C'est plus la matière première que l'on extrait, c'est plus le pétrole ou l'or. Ce sont les intelligences qui vont s'exprimer, et celui qui travaille avec les nouvelles technologies à New York, à Paris ou à Londres, il peut très bien travailler ici, dès lors que nous sommes équipés, dès lors que nous sommes sur le très haut débit, dès lors que nous sommes ouverts sur le monde. On peut développer des nouvelles techniques ici. Je parlais tout à l'heure des startups sur le Lamentin, c'est précisément parce que il y a toute une nouvelle économie qui se développe à partir de ça. Il faut permettre aux Martiniquais d'accéder à cette nouvelle technologie pour s'ouvrir sur le monde. Alors, ce territoire, cette Martinique, il se trouve qu'il est confronté, du point de vue de la population, par exemple, à un problème démographique qui se traduit par le vieillissement. Est-ce que, pour vous, c'est un handicap ou pas? Alors, on peut concevoir que ça l'est, puisque la population vieillit, donc évidemment, une population qui vieillit, c'est manque de dynamisme, manque de projets, manque d'idées, etc., etc. Bon, mais on peut aussi traduire ça comme étant une opportunité qu'il faut saisir, et on peut développer ce qu'on appelle vulgairement la silver economy, l'économie autour de la personne âgée, qui devient, de ce fait, une perspective de développement économique avec des choses extrêmement modernes et novatrices que l'on peut développer, des services à la personne, des services médicaux, des assistances, de nouvelles manières de construire, des projets en intergénérationnalité, des choses extrêmement dynamiques que l'on peut faire et qui deviennent de ce fait une véritable richesse que l'on peut développer. Et qui facilite également leur déplacement, leur mobilité. Et sur ce point, il y a beaucoup à dire. Même si le TCSP, dont on parlera peut-être tout à l'heure, on voit qu'il y a pas mal de gens maintenant qui le prennent. Il est très, très, très suivi. Voilà. Les chiffres que nous avons sont en constante augmentation. Ouais. Et c'est un véritable succès, le TCSP, quoi qu'on dise, ça marche bien. Les gens l'utilisent. Lorsqu'il marche, on vous dira. Oui, faut me taquiner un peu, mais c'est vrai que mais c'est pas de mon fait, hein, vous savez bien, la situation des transports, puisqu'on en parle en très peu de mots, on est victime des différentes phases de construction de ce transport public. Et il y a encore des séquelles des systèmes précédents qui ne sont pas tout à fait réglés. Et je suis en train, moi, depuis que je suis
à Martinique Transport, président de Martinique Transport, en train de régler toute une série de problèmes qui datent d'une période précédente. Vous voulez dire que les questions de taxi collectif, par exemple, ça continue? Oui, il y a des problèmes de taxi collectif qui sont pas réglés sur le Sud, par exemple. Il y a encore du taxi collectif, en même temps, il y a un transport public. Et il y a une concurrence qui est évidemment en défaveur des taxis collectifs. Donc c'est une profession qui va mourir sur le Sud. Il faut les aider. Il faut leur permettre de changer. Bon, pareil, vous savez que sur le réseau centre, par exemple, il y avait une délégation de service public qui était confiée à la CFTU et des co-traitants. Cette délégation de service public a été cassée par la précédente mandature. Elle a été remplacée par la régie des transports. Donc une partie du personnel de la CFTU est passée à la régie des transports qui organise le fonctionnement du TCSP. Et puis, il y a 3 lots qui ont été mis en marché public pour des entreprises privées qui ont récupéré l'autre partie des agents. Bon, il y a donc une partition des agents de l'ex-CFTU avec vous voulez dire qu'il complique les choses? Ça complique un peu les choses parce que ce sont des agents qui avaient des accords, qui avaient des acquis sociaux, qui ne sont pas traités au même niveau qu'ils soient à la régie ou dans les entreprises privées. Donc il y a une harmonisation nécessaire, il y a une harmonisation des salaires. C'est pourquoi je suis avec les entreprises professionnels et avec les entreprises syndicales, enfin les représentants syndicaux, en train de construire, nous avons lancé l'initiative de construire un accord de branche et une convention collective sur le transport. Parce qu'il faut cadrer tout ça et permettre qu'on puisse s'y retrouver, quel que soit l'endroit où un agent travaille, il rentre dans une convention collective. Donc nous sommes en train de moderniser le dialogue social, apaiser des situations, évidemment il y a des pics de temps en temps, et puis uniformiser le transport sur la Martinique, pour que nous ayons une très bonne couverture sur les grandes lignes et qu'on soit capable maintenant de faire la capillarité, donc de faire des petites lignes qui remontent dans les quartiers et pour avoir un vrai réseau pour assurer les déplacements. Oui, je suis résolument Vous sentez dans les échanges que vous avez avec vos interlocuteurs qu'il y a vraiment cette idée qu'il faille, comme vous avez dit tout à l'heure, Martinique Tano, mais ça nous a fait pays. Ouais. Et comment faire en sorte que chacun à son niveau pense collectif. Ouais. Je pense que ça progresse, Le secteur du transport est un secteur qui était très difficile, qui était lié à un transporteur qui a sa petite entreprise, qui la gère comme ça. Bon, les choses ont beaucoup évolué dans le sens où chacun a bien conscience aujourd'hui qu'on est dans un véritable réseau Martinique, qui a une seule autorité organisatrice du transport qui concerne tout le pays et qu'il faut que l'on soit capable aujourd'hui de proposer un véritable plan de déplacement sur tout le pays, homogène, sécurisé, fiable, à moindre coût évidemment, puisque pour l'instant le transport public est payant. Il est payant avec une contribution de l'usager, parce que je veux rappeler, c'est important. Il faudrait payer plus cher s'il fallait faire payer vraiment. Mais s'il fallait faire payer, le prix aurait été 4 fois plus cher. Ouais. Les usagers payent 25% du prix réel du ticket. Bon, pour l'instant, la décision est de financer le transport avec une contribution de l'usager, jusqu'à preuve du contraire, c'est ça qu'il faut appliquer partout. Alors justement, jusqu'à preuve du contraire, les usagers en question entendent des fois dans certaines villes, dans l'Hexagone singulièrement, où on a établi la gratuité. Oui. Et tout le monde l'a déjà. D'autant que certains la font déjà, parce que j'entends des commentaires d'usagers, notamment du TCSP, qui râlent en disant qu'il y a des gens qui rentrent, qui ne payent pas systématiquement. Oui, alors il y a 2 raisons à cela, et je vais revenir sur la position politique. La première, c'est que sur le réseau centre, il y avait eu précédemment une autorisation de ne pas faire payer le transport dans le cadre de la crise Covid. Donc les usagers sur le centre ne payaient pas le transport et le Sud, quand ils arrivaient, ne payaient pas non plus sur le centre. C'était un usage qui s'est développé, mais qu'il faut arrêter, tout simplement parce que nous avions créé une véritable injustice entre le réseau du Sud et du Nord qui payait et puis ceux du centre qui ne payaient pas. Donc il faut rétablir les choses, mais pour cela, il faut remettre en service tous les guichets, tous les distributeurs de billets qui sont complètement saccagés aujourd'hui. Il faut reprendre la vente à bord, il faut assurer aussi des contrôles, parce que quand vous dites qu'il y a des gens qui prennent le TCSP et qui ne payent pas, c'est simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment de contrôle derrière. Et nous avons l'intention aussi de créer sur l'ensemble de la Martinique une police des transports pour sécuriser les usagers, pour assurer le bon paiement du service et puis pour permettre une tranquillité du personnel qui travaille, puisque régulièrement il est agressé. Donc nous sommes dans cette réflexion, et justement politique, la décision doit être prise, politiquement parlant, si on souhaite une contribution de l'usager ou si on souhaite la gratuité du transport. Dès lors que cette décision vous y pensez? Oui, c'est dans le débat. C'est dans le débat. Maintenant, il faut mesurer les avantages et les inconvénients.
Nous connaissons des pays où, quand les choses sont gratuites, elles sont hyper respectées et protégées. Mais nous connaissons aussi d'autres pays où, quand c'est gratuit, ça ne vaut rien. Et c'est détérioré. Parce que ça ne vaut rien, c'est à nous le cacasé. On est un peu dans cette logique-là. Donc il faut bien peser le sens de la responsabilité, le sens de l'engagement citoyen, l'intérêt ou l'avantage que l'on a sur les deux. Bon, c'est pas une question de coût. Parce que je vous dis, le coût de l'usager, la participation de l'usager, c'est entre 20 et 25%. Je veux dire que, politiquement parlant et financièrement parlant, on peut couvrir cette dépense-là, mais c'est de l'argent public. Ça veut dire qu'il sera assuré à 100% par l'argent public, et il faut en être conscient. Et je retiens derrière ce que vous venez de dire qu'il y a l'idée aussi que chacun fasse son éducation en matière de biens collectifs. Et c'est pareil pour le transport, comme c'est pour l'environnement, comme c'est le cas pour... Tout à fait. Mais juste une chose, parce que le temps tourne, la question de... On a parlé de transport public, mais il y a aussi le transport privé. Les gens qui ont leur voiture, on parle beaucoup, et ça se développe semble-t-il de plus en plus, des véhicules électriques notamment, les parcs, il y a des sociétés qui créent des parcs solaires de façon à pouvoir, singulièrement, que nous avons eu d'ailleurs ici à Ovando. Mais voilà, parmi 120 pays dans les startups, et ils ont effectivement été bien placés. On attend qu'ils soient dans les 40 aussi, parce qu'il y a double classement. Cela étant, comment vous percevez les choses, vous, de ce point de vue-là? Quel est votre rôle? Quel rôle entendez-vous jouer? De facilitateur ou que sais-je encore? Pas que, oui, de facilitateur, mais pas que facilitateur. Nous avons des prises d'initiative, des soutiens financiers à apporter et des objectifs de développement que nous devons assurer. Ça fait partie du plan territorial sur l'énergie. Tout simplement parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la production énergétique, il y a l'énergie utilisée du point de vue domestique, et puis il y a l'énergie qui est utilisée dans les transports. Aujourd'hui, la moitié de ce que nous consommons passe dans les transports. C'est insupportable. Donc il faut absolument réduire le nombre de véhicules sur les routes, favoriser le transport public, pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, de fiabilité, de confort, de sécurité, de permanence, etc. Et puis, il faut, pour ceux qui continuent à utiliser leurs véhicules, mais y compris sur les véhicules lourds, comme les bus, comme les engins de transport, eh bien, il faut qu'on arrive à une énergie décarbonée. Et pour ça, il y a... À base d'hydrogène, par exemple, je sais qu'il y a une expérience menée par la SARA. Par la SARA, qui marche bien. Il y a d'autres pays qui travaillent sur l'hydrogène sur les véhicules lourds, les camions et les bus importants. Donc, il faut qu'on passe à ça, évidemment en lien avec les fournisseurs de véhicules, c'est clair, mais il faut aussi des structures et des équipements. Les équipements, ce sont les stations de recharge. Aujourd'hui, on arrive à avoir des stations de recharge hyper rapides. En 10 minutes, on peut faire le plein électrique. Il faut aussi des espaces bien positionnés sur le territoire. Oui, mais petit territoire. Voilà, pour que les gens n'hésitent pas à monter dans le nord s'ils ont une voiture électrique en se disant je vais arriver à Grenoble, je ne pourrai pas revenir. Donc, il faut bien équiper le territoire. Et évidemment, il faut que ça soit une énergie renouvelable. Donc, avec des ombrières photovoltaïques, tout simplement parce que on ne peut pas imaginer qu'on va avoir une voiture électrique qui va se recharger sur le courant avec l'énergie fossile. Donc il faut que ça soit la boucle totale. Avec une borne intelligente, les bornes intelligentes, exactement. Donc c'est vers ça qu'il faut aller. Il faut soutenir ces initiatives-là. Et dans la PPE, la collectivité territoriale va prendre toute sa responsabilité en termes d'équipement. Il y a vous l'avez cité tout à l'heure, des entreprises qui sont maintenant très pointues sur ça, qui sont domiciliées ici. Et bien on peut s'appuyer sur le savoir-faire, la technologie de ceux qui savent faire. La CTM en la matière a un souci d'orientation, de soutien et de financement. Par exemple, vous allez aider les bailleurs publics ou que sais-je encore, Mais nous le faisons, y compris des privés. Pour mettre notamment des cellules photovoltaïques sur... Mais nous le faisons déjà. Nous avons, dans le plan de maîtrise de l'énergie, et nous le faisons en accord avec les 3 EPCI, nous avons un véritable programme de rénovation de l'habitat. Qui passe par ça. Qui passe par ça, et nous finançons la réhabilitation des maisons qui deviennent moins voraces en énergie. Et nous accordons aussi beaucoup d'aide sur les photovoltaïques, les chauffe-eau solaires, sur les bassins, les cuves de stockage d'eau, etc., etc. Donc nous sommes déjà dans cette logique vertueuse de haute qualité environnementale et de soutien à la maîtrise de l'énergie, notamment sur les logements privés, mais aussi sur les parcs
HLM qui sont dorénavant construits dans cette logique-là. Mais à ce stade, vous pensez que les gens qui nous écoutent voient justement cette évolution? Mais j'espère qu'ils le voient, j'espère qu'ils en ont conscience, et puis surtout, j'espère qu'ils vont en profiter. Parce que tous ceux qui chez eux ont encore des chauffe-eau à gaz ou à électricité peuvent très rapidement, et à moindre coût, ça va quasiment rien leur coûter, c'est financé. Ils peuvent remplacer ce chauffe-eau-là par un vrai chauffe-eau solaire qui fonctionne très bien. La technologie est au point et l'économie sera de 10 à 15% de leur facture. C'est pas négligeable, au moins. Vous roulez déjà en électrique? Non, pas encore. Mais, et le parc Alors, nous avons lancé un programme de renouvellement de véhicules là. Nous allons commander pour la ville du Lamentin, je parle de la ville, une quarantaine de véhicules cette année. Nous avons 10% de véhicules électriques déjà prévus sur ce stock de renouvellement. Sur la CTM, là aussi, c'est une réflexion sur l'ensemble de la flotte. Il faut absolument, on a un peu commencé à la CACEM, nous avons commencé, il y a des véhicules électriques à la CACEM, avec sur le dernier étage de la CACEM, une ombrière photovoltaïque pour la recharge des véhicules, donc c'est déjà fait. Maintenant, il faut progressivement moderniser parce que ça a un coût, on ne change pas 200 véhicules comme ça. Donc il faut le faire progressivement. Chaque fois qu'on a un stock de véhicules à changer, eh ben, on les remplace en partie par des véhicules électriques. Mais il faut que le volume d'électrique soit bien plus important. Mais pour changer, il faut précéder ce changement par des équipements. Il faut par exemple que sur les services techniques de la CTM ou de la ville du Lamentin, on puisse équiper une station de recharge. Et ensuite commander les véhicules. Et pas l'inverse. Et ça a commencé là. Ça a commencé, donc nous sommes dans cette logique-là. Et on va s'appuyer sur tous les Martiniquais qui ont de la connaissance et le savoir-faire en la matière. Alors lorsqu'on parle de mobilité aussi, il y a la mobilité des gens qui veulent se déplacer non pas en voiture, mais par exemple en moto, en vélo, etc. Est-ce que vous regardez, lorsque vous regardez la Martinique, les gens dans les rues, etc., vous voyez les changements, les petites évolutions? Oui. Vous avez tout à fait raison, je vois des évolutions. Je commence à voir des gens en trottinette électrique. On commence à en voir. Je commence à voir. Alors j'ai vu au Lamentin quelqu'un qui avait un Segway. Vous savez, c'est la roue qui tourne là. Qui roulait comme ça. Oui, il y en a qui avait un patin, des patins. Et puis je vois surtout beaucoup de vélos électriques qui remplacent évidemment l'usage de la moto. Donc je trouve que ce sont des évolutions positives. Je ne voudrais pas qu'on soit dans le mimétisme de ce qui se fait par ailleurs. Mais on se dit quand même, on a du beau temps et tout, on peut en profiter. C'est ce que je dis plus. Alors, par contre, les infrastructures semblent manquer, là. Je sais que vous avez été, au niveau de la CACEM, je crois, au recours du vélo électrique comme contre-intérêt, l'intérêt manifesté par la CACEM, donc, pour la mise en œuvre d'une politique cyclable et la mise en œuvre d'un schéma directeur de mise en place de modes actifs de déplacement. C'est ça. Que vous avez. Ça en est où? Parce que j'entends des gens, par exemple, qui râlent en disant, moi, j'aimerais bien aller en vélo, mais où sont les infrastructures qui me permettent de me déplacer? Oui, c'est assez difficile en réalité à mettre en œuvre. Ça peut très bien se concevoir sur les chemins, les routes CACEM ou les chemins communaux, quoique, mais sur les grandes départementales ou nationales, on a très rapidement un problème, celui de l'emprise foncière. Parce que pour créer des voies cyclables ou patinables, il faut évidemment le faire à côté de la voie normale. Donc il faut créer des réserves, il faut... Mais je crois que vous avez quand même l'aide de l'État de ce point de vue-là. Il y a le plan vélo qui a été lancé. Alors c'est un sentiment qu'on en parlait beaucoup pour l'Hexagone, mais peu pour... Non. Ici, la difficulté qu'on a, c'est, je dis, le foncier, parce qu'il faut faire des réserves foncières, donc indemniser les gens ou préempter les terrains, etc. Donc ce sont des procédures qui sont relativement longues. Ensuite, lancer les travaux. Et puis on a cette difficulté de la topographie. À Paris, on peut faire des vélos partout. Avec le vélo électrique, on peut quand même. Je défie la dame de 70 ans de pouvoir sortir de Jeanne d'Arc et aller faire ses courses au marché du matin et revenir. Je ne suis pas sûr que c'est celle-là qui utilise le vélo électrique, y compris électrique. Voilà. C'est pour ça qu'au Lamentin, nous avons prévu une navette électrique gratuite qui fera le tour des grands quartiers du Lamentin, qui desservira le centre-bourg, pour justement permettre, et elle sera gratuite, à chacun de pouvoir monter, arriver là où il va, à la mairie, les centres commerciaux, au marché, à l'église, descendre, faire ses affaires et reprendre
petit bus électrique, la petite navette électrique, ils vont tourner chez elles. Ce sont des choses qui sont très simples et très pratiques à faire. Donc on y pense, il y a des idées, il y a des... Il y a des idées, mais il y a beaucoup de communes. La ville du Prêcheur a déjà expérimenté beaucoup de choses en la matière. Il y a d'autres communes qui sont sur la même logique. Je pense qu'un plan général qui sera appuyé par des moyens qui seront mis à la disposition des uns et des autres peut permettre de lancer des initiatives qui vont dans le bon sens. Je pense qu'on va y arriver, je suis convaincu de ça. Et y compris également pour certaines catégories de personnes, je pense notamment aux étudiants. Je crois savoir qu'en juillet dernier, vous avez commencé à travailler, notamment pour notre campus. Oui. J'ai été appelé par la chef de pôle, celle qui est responsable du pôle Martinique, la présidente de pôle, je crois qu'on dit. Il y a deux présidents de pôle et puis un président de l'AG. De l'UA, je crois. De l'UA. Université des Antilles. Des Antilles, la Guyane n'y est plus. Avec deux présidents de pôle, donc j'ai été invité à une petite discussion autour de la desserte du campus. Effectivement, il y a beaucoup de problèmes. En réalité, les marchés qui avaient été passés à l'origine desservaient très mal le campus en termes de nombre de lignes qui arrivaient sur le campus. Ensuite, il y a des problèmes de fréquence, le nombre de bus qui font l'aller-retour, et puis la fin de la desserte était autour des 18 heures. Donc, il est bien évident que se pose le problème de la vie sur le campus. Ça ne facilite pas la vie étudiante. Mais non, ça ne facilite pas, parce qu'il y a des cours qui se terminent à 20 heures. Un étudiant qui n'a pas de véhicule, comment il fait pour rentrer qui est obligé de sécher son cours pour prendre le bus pour rentrer chez lui, c'est un comble. Mais au-delà de ça, on peut imaginer un campus qui foisonne de colloques, de séminaires, de choses comme ça, de conférences, etc. Et puis ça, évidemment, ça dépasse 18 heures. On peut aussi imaginer que tous ceux qui sont sur le campus et qui vivent, qui sont dans la résidence universitaire, aient envie de descendre en ville, d'aller au spectacle, d'aller au cinéma, d'aller à l'Atrium, etc., ou de vivre, ils sont empêchés parce que, évidemment, s'ils sont là, ils n'ont pas de véhicule et ils sont gênés. Donc, le transport représente effectivement un aspect sur la mobilité qui est essentiel et pour permettre aux usagers de pouvoir vivre pleinement leur vie. C'est le cas pour le campus. On peut, grâce au transport, avoir une autre vie plus épanouie sur le campus, mais c'est aussi valable sur des quartiers reculés ou sur des zones qui sont moins développées. C'est la mobilité qui va permettre de désenclaver ou de déconcentrer ce qui se passe sur la Martin Fort-de-France et permettre au centre de respirer et assurer du développement sur les autres parties de l'île. Notre échange touche à sa fin. Je ne sais pas si je vous ai la question de savoir si vous rouliez déjà en électrique, en véhicule électrique. Oui, vous m'avez demandé, mais pas encore. Et donc, vous ne m'aviez pas répondu. Sur mon véhicule personnel, non. Celui de la mairie, on en a acheté un pour le maire tout récemment. Il n'est pas électrique, mais ce sont des choses qui vont changer dans peu de temps. Mon véhicule personnel, il a maintenant 7 ou 8 ans. J'attends vraiment de l'user jusqu'au bout. Il est diesel peut-être. Comment? Il est diesel? Non, il est essence, mais je vais passer à autre chose, c'est clair. Il y a aussi dans tout ça la notion d'exemplarité. Il faut que les grandes collectivités ou, entre guillemets, les hommes politiques montrent l'exemple. Et cet exemple-là va inciter tout le monde à évoluer, à changer. Si les services publics, dans leur globalité, passent à l'électrique, je pense qu'il y a un effet d'entraînement qui est évident et on va basculer vers autre chose. Et vous êtes sollicité par les concessionnaires de la place par rapport à ces préoccupations concernant les véhicules électriques? Non, pas encore. Pas encore. Je ne vous demande rien. Pour l'instant, pas encore. Mais je pense que ça viendra quand le plan sera mis en œuvre. Je pense que chacun va comprendre qu'il faut évidemment une évolution de la commande des véhicules passés. Il faut des formules incitatives du point de vue commercial pour que les usagers aient plus tendance à aller vers l'électrique. Il y a un effet dissuasif qui est celui de la hausse du prix du pétrole. Il faut en profiter peut-être. Voilà, il faut en profiter. À un moment donné, le prix de l'essence était bien au-dessus du prix du gazoil et on avait plus intérêt à acheter une voiture diesel qu'une voiture électrique. Et ça marchait. Bon, maintenant, les deux prix sont très hauts. Il faut maintenant faire le différentiel entre le prix d'achat de véhicule électrique et le retour sur investissement en comparant avec un véhicule à essence. Je suis persuadé aujourd'hui que le véhicule électrique devient compétitif. Alors, il y a d'autres avantages. Il y a moins de bruit. Donc, la pollution sonore qui est insupportable en ce moment. Complètement insupportable. Et vous êtes interpellé par des administrés qui vous demandent... Notamment sur les motos. J'ai rien contre nos amis motards. Mais il y a il fait une partie de bruit, me semble-t-il. Non, mais il y a aujourd'hui des échappements travaillés. Il y a des choses extraordinaires qui
contribue à la fois au bruit singulier que l'on entend sur la moto, mais aussi à la capacité d'aller plus vite. L'échappement joue un rôle important, pas que le moteur, il y a l'échappement aussi. Donc, évidemment, on est dans une escalade technologique sur ça, mais c'est au détriment de la qualité de vie des Martiniquais. Et les bruits sont de plus en plus, les décibels sont de plus en plus hauts. Donc, il faut, à mon avis, arrêter cette escalade. Très bien. Et c'est pourquoi le véhicule électrique, moto ou auto, a un très bel avenir parce qu'il va nous garantir désormais une tranquillité publique. Merci David Zobda d'être venu jusqu'à nous pour parler de toutes ces questions. On retient en tout cas qu'il y a pas mal de chantiers qui sont lancés. Qui sont lancés, oui. Et que vous avez bon espoir qu'on y aboutisse. Oui, et je pense que là, par exemple, à la prochaine plénière de jeudi ou vendredi, nous allons faire le bilan énergétique de la Martinique. Je vais présenter ça en plénière. On va bien voir là où il faut faire des efforts, là où il faut continuer. Et évidemment, sur les grands projets structurants qui vont nous permettre d'atteindre l'autonomie énergétique, nous avons bon espoir. Notamment sur la géothermie locale et avec la Dominique, notamment sur le bouquet photovoltaïque, sur la biomasse et évidemment sur les éoliennes que nous avons là. Nous avons bon espoir. On va suivre ça, mais juste une chose, vous êtes en contact avec les autres territoires ultramarins, notamment ceux qui sont couverts par Ovando, je pense notamment à la Guadeloupe, la Guyane. Oui, bien évidemment, nous suivons. La Réunion, à Mayotte. On suit un peu ce qui se fait. Moi, j'ai les plans énergétiques de tous les territoires d'outre-mer. Vous échangez. Un peu, oui. Merci encore d'avoir été avec nous. C'est moi. Au plaisir. Merci beaucoup.